Salut à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. Alors aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui on va faire une petite présentation de jeu. Je pense que je vais adopter un rythme un peu plus régulier dans la manière que j'ai de publier mes vidéos, donc possiblement que le jeudi ça sera des présentations de jeux, vous voyez. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter le Sephiroth Spheres of Heaven Tarot. Un incroyable chef-d'œuvre, un bijou, une merveille. Voilà, j'annonce tout de suite la couleur. Je suis tombée amoureuse de ce jeu, un truc de dingue. Ceux qui sont sur ma chaîne depuis un certain temps, vous vous souvenez peut-être que voilà mon critère pour choisir un jeu. Maintenant que j'ai plus d'expérience, on va dire, dans le choix de jeu, maintenant que j'en ai une bonne centaine dans ma bibliothèque, j'ai compris que le meilleur critère, c'est ce sentiment que j'ai de tomber amoureuse d'un jeu en fait. Sans que ce soit du tout rationalisé au début. En fait, j'arrive à le rationaliser ensuite. Ça se passe souvent comme ça dans ma vie. J'ai d'abord un ressenti très net, très fort, et ensuite je comprends pourquoi j'ai eu ce ressenti. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu ce ressenti et pourquoi je suis tombée amoureuse de ce jeu. Vraiment, je trouve unique. Je vois pas de jeu qui explorerait l'univers du tarot de la même manière. Je l'aime énormément. Le seul bémol qui m'avait fait hésiter sur le moment, c'est que les mineurs ne sont pas illustrés de la même manière que les majeurs. Oui, c'est un pipe deck, mais en même temps, c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire que oui, les mineurs sont illustrés seulement avec ce qui symbolise la suite, mais il y a énormément de soin qui a été mis dans la façon dont c'est agencé, dans les couleurs, dans les petits détails, pour caractériser chaque énergie différemment. Et moi, je trouve que ça bouge énergétiquement et qu'en fait, ça se lit bien aussi intuitivement, même si c'est un pipe deck, donc je vais vous montrer ça plus tard. Comme d'habitude, je commence par vous montrer la boîte, qui est une petite boîte. Merci infiniment à l'éditeur. C'est tellement pratique quand on a plein de jeux. Voilà, on aimerait que ce soit toujours comme ça. Enfin, moi, j'aimerais bien. À l'intérieur, c'est comme ça. C'est tout joli, c'est très propre. Impeccable. On a un livret qui est petit, mais parfaitement efficace. Pas besoin de faire des grosses boîtes avec des livres énormes pour faire un contenu intéressant. Donc, alors, la particularité, ici il y a plusieurs particularités en réalité. Les personnes qui ont réalisé ce tarot viennent du monde du jeu vidéo et peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de ce jeu vidéo, qui s'appelle Sephiroth. Moi c'est pas mon cas, je suis pas une fan de jeux vidéo, enfin genre j'aime bien quoi, mais j'ai juste pas ça dans mes pratiques. Voilà, c'est pas dans mes habitudes de jouer. Mais voilà, je kiffe l'univers des jeux vidéo, comme je peux kiffer l'univers des films ou des bouquins. Pour moi, ça relève un petit peu, ça relève complètement de la même chose, dans le sens où voilà, l'imaginaire se déploie d'une certaine manière. En plus, j'apprécie tout ce qui est fantastique, etc. Et dans l'univers des jeux vidéo, on a beaucoup d'idées de ce genre, qui sont développées de manière très intéressante. Donc forcément ça se réfère avec ce nom Sephiroth, vous avez peut-être déjà tilté les amis, à l'arbre de vie, à la Kabbale, etc. Mais c'est pas pour autant un jeu qui est un jeu érudit du tout. Ça va être les connaissances kabbalistiques épanouies créativement parlant dans un jeu qui est plutôt un jeu qui se déploie dans l'imaginaire en fait. Plus que dans une forme de réalité spirituelle bien carré, bien spécifique, etc. Donc l'action, en fait, du jeu vidéo, je pense, et de ce jeu de tarot également, se passe dans un monde imaginaire, une île qui s'appelle Dioscoria, qui je crois est censée se trouver au large des côtes indiennes, parce que voilà, ils ont bien pensé, vraiment leur histoire, c'est bien ancré. Et sur cette île, en fait, se trouvent en gros tous les rebelles de la pensée, les personnes hors normes, qui ne se plaisent pas dans un système sociétal classique, etc. et qui viennent expérimenter un autre modèle de société à Dioscoria. Donc c'est hyper intéressant et puis ça se tient hyper bien, entre autres parce que la manière dont les arcanes sont expliqués avec beaucoup de soin dans le contexte, dans ce contexte-là en fait, appliqué au contexte, et c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, quand on a des jeux qui se déclinent selon la colonne vertébrale du tarot, dans le respect là du système Rider en l'occurrence, mais qui ajoute
pour le coup, ce filtre, ce point de vue qui est issu de cette réalité-là, de la personnalité que prend le jeu en fait. Et là, je trouve que vraiment, pour explorer les arcanes, c'est un moyen royal en fait. Alors, je voulais vous montrer... Vous voyez, il y a un paragraphe qui décrit l'île de Dioscoria pour que vraiment vous puissiez vous mettre dans l'ambiance. Il y a des suggestions de tirages que je n'ai pas exploré pour le moment, qui n'ont pas l'air non plus hyper poussées. Voilà, et on passe tout de suite à l'explication des cartes. Alors, que ce soit les majeurs comme les mineurs, on a la même quantité de texte, donc ça prouve bien que ici les mineurs n'ont pas été négligés pour autant. Parce que ce qui peut énerver dans un pipe deck, c'est qu'on se dit ouais ok, il n'y a que les majeurs qui comptent, ok, donc il n'y a que la vie intérieure spirituelle, et en fait la matière on s'en fout quoi. Grosso modo, on glisse dessus quoi. C'est toujours ce qui peut paraître un peu contrariant, c'est pas le cas ici. Vous verrez que chaque arcane mineur est aussi finement pensé que les arcanes majeures. Donc à chaque fois on a une petite phrase qui résume l'énergie de la carte, et ensuite on a un texte relativement court mais hyper pertinent et percutant. Moi je trouve qu'on a une exploration des arcanes qui est légèrement différente, colorée, orientée, vraiment en fonction du contexte du jeu. C'est un jeu qui a beaucoup de personnalités, qui se tient très bien comme je les aime. Vraiment c'est un délice en fait de découvrir la lecture de chaque arcane au travers de ce regard là, dans le contexte de ce monde là. Un monde, vous voyez, qui se veut un monde qui réinvente un peu les lois imparfaites qui régissent le nôtre actuellement, sans vouloir atteindre à une forme de perfection, mais justement en allant dans plus de souplesse, en ouvrant les possibilités, en imaginant les choses autrement, et ça c'est vraiment hyper intéressant. Une des raisons aussi qui a fait que j'ai acheté ce jeu, c'est qu'il y a 3 cartes des amoureux, et que dans tout le jeu, on sent quelque chose de très non-binaire en fait. Les personnages sont globalement assez androgynes, et en fait, les limites qu'on pourrait trouver blessantes de notre monde actuel, quelles qu'elles soient, limites au sens large, sont floutées, redéfinies, élargies, etc. Et aussi du point de vue de l'identité de genre. Et je trouve que vraiment, merci. Voilà, moi j'adore. Je trouve ça génial. C'est hyper pertinent. Alors vous voyez, pour les mineurs, à chaque fois on a une petite page qui rappelle l'énergie de la suite, qui est intéressante aussi. Franchement, ça m'arrive maintenant de ne pas garder certains livres carrément en fait, parce que j'ai pas beaucoup de place en fait chez moi. Et par exemple le Raven's Prophecy que j'ai acheté il y a peu de temps, que peut-être je vous présenterai aussi, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai fait un flip through mais j'ai pas présenté le jeu. Je n'ai gardé ni le coffret ni le livre en fait. C'est Llewellyn qui a édité ce jeu. Llewellyn, je trouve qu'ils font des super jeux. Par contre, les gros coffrets et puis les super gros bouquins, moi je suis pas fan perso, d'autant que là le livre pour Raven's Prophecy, c'est pas du tout un bouquin qui a attiré mon attention quoi. Autant les cartes sont ultra puissantes, autant je trouvais que les textes, moi, retenaient pas du tout mon attention, me parlaient pas en fait. C'est très curieux parce qu'il y a un espèce de fossé entre des illustrations qui sont vraiment directes, parlantes, puissantes, et puis des textes, je disais mais oui, alors qu'est-ce que ça m'apporte de plus en fait? Et j'ai carrément pas gardé le bouquin en fait. C'est quand même assez rare, mais je me suis dit bah en fait j'ai pas la place et je sais très bien que je vais pas m'en servir. Donc bref, avec ce petit bouquin là, c'est totalement différent. Là il y a un vrai trésor qui est dedans. Et j'aime bien le fait que ça aille droit au but en fait. C'est comme des versions expurgées avec juste l'essentiel et des idées dedans. Hyper bien, hyper intéressant. Voilà les amis. Un petit disclaimer quand même, sur les cartes des amoureux, les personnages sont nus, donc si c'est quelque chose qui vous dérange, écoutez seulement ma vidéo, ne regardez pas, je sais pas. Voilà. Donc, je vous montre. On a... puis ça aussi, ceux qui suivent ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'aime ça. Pour une même suite, on a un certain code, une certaine identité. Donc là, par exemple, pour la suite de Pentacle, on est dans les mêmes teintes de bleu. Vous voyez, par exemple, ici on a l'As, on a le cavalier, on a la reine. Et je trouve que ce jeu, ça aussi c'est un critère qui moi est important, me parle, il est énergétiquement puissant. En fait, les énergies bougent dans ce jeu. Vraiment, moi je le sens. Alors bien sûr, on a chacun une signature énergétique particulière. Moi, ça parle à ma signature énergétique à moi, clairement. D'où le sentiment qui se rapproche de celui qu'on a quand on tombe amoureux. Je pense quand j'ai vu ce jeu, je me sentais comme ça. J'avais le cœur qui battait, j'étais émue. Il fallait absolument que je le rencontre. Voilà, bref.
Continuons. Donc la suite des pentacles qui est tout en bleu, je parlerai des arcanes mineurs, vous inquiétez pas. Je vais faire défiler. Donc on a des illustrations qui sont énergétiquement puissantes, avec des aplats de couleurs, vous voyez. Et en même temps, il y a des aspects de l'illustration qui sont très finement travaillés. Par exemple, les visages des personnages sont finement travaillés et bellement travaillés. Je parle quand même de la qualité des cartes. Parlons de la qualité des cartes. Je vous montre le dos, qui est très beau. Le toucher, peau de pêche, mat, parfait, comme je préfère. La meuf qui en peut plus, pardon. L'épaisseur aussi, parfaite. Assez conséquente, mais pas trop. C'est hyper bien à mélanger, ça se fait tout seul. Enfin voilà, c'est agréable au toucher. Pour moi, c'est la meilleure qualité de carte. Voilà. Alors, on a des personnages qui sont, comme j'aime là aussi, expressifs, qui sont en mouvement, en action pour les personnages de cours. Donc vous voyez ici on a la suite de bâtons qui est illustrée par une coloration plutôt orangée. Alors il y a quand même un lien qui est fait avec l'arbre de vie et avec la Kabbale, dans le sens où les lettres hébraïques sont présentes sur les arcanes majeures. Vous voyez. En revanche, ce n'est pas expliqué dans l'ouvrage. Dans le petit livret dont je parlais. Le livret va décrire l'essence de la carte, ce qui fait bouger son énergie, l'angle de vue selon lequel elle a été construite, ce qui est déjà énorme, c'est loin d'être le cas dans tous les jeux. En revanche, il n'y a pas de référence érudite, donc il n'y a pas le nom de la lettre hébraïque en question et ce à quoi elle se rapporte. Alors, on voit bien là qu'elle se rapporte à l'énergie de l'empereur, mais moi par exemple, qui ne les connais que de très loin, les lettres hébraïques, je ne sais pas à laquelle c'est en fait. Voilà. Pour moi, j'appellerais même pas ça un inconvénient, moi ça me dérange pas, parce qu'en fait l'énergie du jeu en elle-même me nourrit tellement que j'ai pas besoin d'avoir cet apport. Et puis les lettres hébraïques, elles sont pas intéressantes seulement pour leur signification rationnelle ou logique, elles sont intéressantes à mon avis aussi pour la vibration énergétique qu'elles envoient. Donc on profite je pense quand même de leur message, même s'il n'est pas forcément expliqué dans le bouquin. Voilà. Si vous avez d'autres jeux qui parlent des lettres hébraïques, vous pouvez toujours les utiliser pour trouver vos repères. C'est tout à fait faisable. Alors, je vais commencer à vous parler des mineurs pour le coup. Voilà, on a plusieurs cartes de bâton. Là, c'est hyper bien. Je pourrais vous montrer tout ça. La manière dont ça évolue. On a une carte de la mort qui fout un peu les jetons quand même. Qui est assez sinistre. Il ricane là, ce squelette. Alors, il y a beaucoup de mondes dans les mondes en fait, dans les cartes. Vous voyez ici, on n'a pas l'impression d'un décor véritable, on a plus l'impression d'un décor intérieur, ce qui est très intéressant avec la carte de la mort. Quand on passera à la carte du fou tout à l'heure, je vais essayer de vous la trouver maintenant, pardon, on a ce même phénomène où le paysage en réalité se déploie sur le vêtement du personnage et non pas autour du personnage. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, où est-il notre beau fou? Le voilà. Vous voyez, ça se déploie sur le manteau du personnage. Le paysage qu'on trouve habituellement en fond de la carte, et lui dans une espèce de no man's land, et je trouve que c'est hyper bien pour le personnage du fou en fait. Parce qu'il suit ses impulsions intérieures, le fou, bien plus que les injonctions extérieures. Alors passons aux mineurs. Par exemple, la suite des bâtons. Voilà. Alors, je vous disais que c'est finement pensé, vous voyez, ça représente des plantes, c'est parfois le cas dans certains jeux, les plantes sont pas mal reliées à l'énergie des bâtons, une énergie qui pousse vers la lumière, qui se fait jour, qui est moteur, etc., qui se déploie, qui s'épanouit, c'est beaucoup en lien avec l'énergie des bâtons. Et en fait ici, il y a vraiment une symbolique dans la disposition de la carte et des éléments qui est très forte. Vous voyez par exemple sur ce 3 de bâton ici, l'énergie qui est dégagée par le 3 de bâton, ce côté opportunité qui s'ouvre, chemin qui s'ouvre, etc., est vraiment très bien représenté par le fait que cette sphère lumineuse ici, elle est plus grosse que sur un 4 de bâton où ça s'est stabilisé par exemple. On peut voir que c'est une énergie qui peut être un peu secouante aussi, vu qu'il y a des petites feuilles qui tombent par exemple. Enfin, tout est très finement pensé. Vous voyez sur le 4, c'est plus stable.
Sur le 5, ça va se croiser, hein, parce qu'il y a cette idée de conflit, de s'entrechoquer, de n'être pas d'accord. On a même carrément des petits bourgeons qui tombent ici, hein, pas seulement des petites feuilles. Donc ça veut dire qu'on y perd quand même des plumes dans un 5 de bâton. Dans un 6 de bâton, on veut s'élever. Dans un 7, il y a cette idée de revenir sur ce qui est précieux, de protéger ce qui est précieux. Le 8 de bâton, il y a cette directitude vers l'action, vers le haut, qui s'élève, qui bouge, etc., qui est également très bien illustrée. Donc pour moi, elles sont de tous les pipe decks que j'ai, et Dieu sait que j'en ai pas beaucoup, parce que comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai toujours cette impression que les mineurs sont négligés. D'ailleurs c'est souvent le cas, hein, même sur les pipe decks qui illustrent très joliment les mineurs. Des fois c'est justement simplement esthétique la préoccupation, et ça se sent. Après voilà, la beauté envoie aussi des ondes, envoie aussi de l'énergie, donc ça peut suffire. Je dois en avoir peut-être 4 des pipe decks, mais vraiment celui-ci c'est le plus parlant. Pour moi, intuitivement, il est presque comme un rider classiquement illustré majeur-mineur. Vraiment, il y a même un certain repos en fait que l'œil trouve sur la carte, parce que j'aime beaucoup la couleur de fond qui a été choisie. Cette espèce de très beau gris qui est presque beige certains jours, ça dépend de la lumière en fait. Et ouais, ça repose l'œil et ça le fait se concentrer sur l'essentiel. Un essentiel qui est là, qui est à voir, hein, une dynamique unique qui est conçue dans le dessin, dans les détails du dessin. C'est vraiment inspirant. Moi, c'est comme une autre manière de lire les cartes pour le coup que je découvre avec ces mineurs-là. Je suis habituée aux cartes très richement illustrées, j'aime bien ça. Mais là, vraiment, ça m'ouvre d'autres possibilités. C'est très intéressant. Vous voyez sur ce 9 d'épée, la manière dont ces épées sont douloureusement tordues, et en même temps ça représente dans ce jeu une forme de nouveau départ, de nouvelle conscientisation des choses. Voilà, certes acquise à un certain prix, avec au travers d'événements douloureux ou de cheminement de pensée douloureux, mais quand même. Et ça se traduit bien par cette forme d'œuf en fait, et puis ces rayons qui partent du centre. Ça m'a fait légèrement changer mon angle de vue sur le 9 d'épée. Et c'est toujours hyper intéressant quand on lit le tarot en fait, hein, d'avoir une panoplie toujours plus large d'angles de vue sur chaque arcane. Un page de coupe qui est ravissant, qui exprime hyper bien l'énergie du page de coupe. Pareil pour le cavalier d'épée. J'ai l'impression de redécouvrir le tarot en fait avec des jeux comme ça. Un as de bâton qui est magnifique. Il y a une cohérence d'ensemble dans ces cartes. Il y a une cohérence de fond dans le sens, l'attention qui a été portée au sens qui est déployé sur chaque carte, l'attention qui a été portée au dessin, à comment il se déploie dans les moindres détails. Et puis il y a une cohérence esthétique, une cohérence de surface. En fait, il est parfait en fait ce jeu. Moi je le trouve parfait. Un magnifique as d'épée. Un super beau roi de pentacle. Cet animal qui se tient avec le roi là me fait penser au seigneur de la forêt dans Mononoke. Quand il se transforme la nuit, me fait penser à ça. Alors les coupes pareil sont organisées, hein, le flux de l'eau qui emplit les coupes est organisé d'une certaine manière qui est censé parler. Ça parle directement aux énergies pour le coup. Ça évoque une forme d'image ou de dynamique énergétique. Ces mineurs très minimalistes. Au lieu de passer par une image figurative en fait. Mais c'est une image quand même. Il y a quelque chose qui vient. Vous voyez par exemple ici sur le 4, les coupes sont illustrées avec 2 soleils et 2 lunes. Il y a une vision très intéressante aussi du 4 de coupe. Là, les coupes sont illustrées différemment. Elles sont illustrées différemment d'ailleurs sur chaque carte de coupe. Donc c'est vraiment pas de la négligence hein, vis-à-vis des mineurs. C'est possible que ça ait même demandé à certains égards plus d'attention que si on avait illustré figurativement les choses, puisque chaque détail a été pensé finement. Au lieu d'avoir une scène qui illustre globalement l'énergie de la carte, vous voyez ce 6 de pentacle avec cette idée de la pyramide.
Moi, ça me fait penser aux pyramides humaines, hein, le fait de travailler ensemble. C'est comme l'énergie de l'arcane, mais purifiée en fait. Peut-être que c'était la volonté hein, au début avec des mineurs illustrés très schématiquement. C'est possible, moi je le ressentais pas, parce qu'énergétiquement ça me parlait pas. Mais un très bel as de coupe avec les mains qui sont positionnées dessous. Ah, il a un côté moderne, ancien, alors je vous ai pas dit, mais Dioscoria, cette fameuse île sur laquelle se déroule l'action dans ce tarot, elle est censée évoluer dans la période qui est la période du XVIe siècle. Donc on a un côté ancien, on a un côté moderne aussi. Euh, c'est complet. On a une impératrice ici qui est très guerrière, qui a des dehors très affirmés, selon la description du livret, qui protège son territoire, qui protège ses richesses, mais qui est tendre à l'intérieur en fait. Hein, c'est ce qui est dit dans le livret. J'aime beaucoup cette impératrice. Ah voilà, on a une première carte des amoureux. Je vous les montrerai toutes les trois ensemble quand on les aura. Le 8 d'épée qui est décrite comme le vide de Void, cette carte-là. Il y a ce côté fermé du vide d'épée, d'avoir une vision des croyances, d'être bloqué dans une situation. Et en même temps, ça rajoute une dimension parce que le vide n'est jamais vide en réalité. C'est comme le vide cosmique, le vide dans l'espace. En fait, ce n'est pas du vide, c'est de l'information. Ça aussi, ça ouvre tellement le regard sur le vide d'épée. Merci les gens qui ont conçu ce jeu, on vous aime. Alors, faut pas que j'ensevelisse mes amoureux, là je voulais vous montrer ensemble. Donc on a une deuxième ici, un 10 de bâton, pareil, qui est interprété plutôt différemment de la normale. Il y a une forme de beauté dans ce 10 de bâton. Quelque chose presque d'agréable, de satisfaisant. Un très beau soleil, une belle tour. Il y a beaucoup de cohérence aussi dans les couleurs qui ont été choisies. Hein. Vraiment une cohérence au niveau du sens et puis une cohérence esthétique. Hein. Je trouve que ça s'accorde très bien. Très belle ermite et très beau pendu également. Il y a souvent comme des couches de réalité, en fait, des couches de dessin superposées sur ce jeu. Il y a beaucoup de portes, en fait, ou de dessins, en tout cas, qui évoquent des portes. Ah, j'ai paumé ma troisième carte des amoureux, alors. Il y en a une troisième. J'ai dû la passer sans la voir, les amis. Oh non. Eh bien, ça vous fera un peu de suspense. Si vous êtes intéressé par ce jeu, ça vous fera du suspense, les amis. Voilà. Non, je la trouve pas. Je vais déjà vous en montrer deux. Elles sont toutes décorées avec un fond vert. Voilà. Donc ça évoque le polyamour, ça évoque l'hétérosexualité autant que l'homosexualité. Et puis sur le troisième couple, on avait même une personne transgenre. Voilà, merci le jeu Sephiroth, merci les créateurs de ce jeu. Et puis tout ça dans un grand naturel, c'est pas une inclusivité qui est forcée, parce que dans le reste du jeu, moi je sens aussi ce côté non-binaire sur beaucoup d'autres personnages, et ça colle très bien avec la manière dont Dioscoria est décrite. Je vais m'arrêter ici les amis. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère que cette présentation elle vous a plu, que ce jeu il vous a parlé ou séduit, que vous avez eu du plaisir à le contempler avec moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vu, ressenti. Comment vous choisissez vos jeux de votre côté, c'est quoi vos critères préférentiels. Voilà. Je vais vous envoyer toute mon amitié les amis, vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos.